Très bien, les amis, bon lundi à tous. Il y a tellement de choses à discuter. Je pense que 2025 semble être l'année des alliances étranges, des personnes que vous n'auriez jamais pensé écouter. Et soudainement, vous les écoutez. Et je vais certainement égayer votre journée en vous informant qu'un groupe inattendu de personnes est venu à mon secours et a adressé une lettre publique à Brigitte Macron. En parlant d'alliances surprenantes, je dois faire une remarque sur cette interview de Hunter Biden. Elle a été diffusée il y a quelques semaines et je dois dire qu'elle était fantastique. Je veux dire, j'ai vraiment apprécié la discussion parce que, apparemment, il en est arrivé au point de simplement faire savoir à tout le monde, à gauche comme à droite, que tout est faux et bidon. Et wow, Trump fait actuellement la une pour toutes les mauvaises raisons. Encore une fois, il va refuser l'aide aux Américains s'il décide de boycotter Israël. Comment cela n'est-il pas de la trahison? Voyons cela ensemble. Bienvenue à nouveau sur Candace. D'abord, je tiens à remercier tous ceux qui ont regardé mon entretien avec Tucker Carlson. Presque 3 millions de vues en seulement 48 heures, c'est tout simplement incroyable. Je suis évidemment une grande admiratrice de Tucker Carlson. C'est l'une des rares personnes dans les médias que j'admire vraiment. Et c'est simplement à cause de la façon dont il mène sa vie personnelle. Du fait qu'il parle ouvertement de ses anciennes luttes contre l'addiction. Vous savez, il a parlé publiquement des années qu'il a passées en tant qu'alcoolique. Un peu comme Theo Vaughn, des personnes qui abordent ces sujets d'une manière tellement accessible. Et aussi la façon dont il vit sa vie aujourd'hui. Je veux dire, en coulisses, il nous parle de sa vie et de la façon dont il ne s'implique pas beaucoup dans ce qui se passe sur les réseaux sociaux parce qu'il est le patriarche de sa famille. Il se considère comme le pilier de sa famille avant tout, ce qui signifie qu'il passe du temps avec eux dans les bois du Maine. Quoi qu'il en soit, vous avez vu que nous avons bien sûr abordé le sujet qui préoccupait tout le monde, le procès Brigitte Macron, mais ce qui est vraiment important, c'est l'importance de cela à cet instant précis, ce que cela signifie réellement pour le monde, car les médias mentent sur le contenu de notre série sur Brigitte Macron et sur son véritable sujet. Mon mari me l'a dit très franchement ce week-end en affirmant que ce procès prouve qu'Emmanuel Macron n'a aucun réel pouvoir. Il n'a aucun pouvoir. Il est totalement insignifiant. Et il a tout à fait raison. Réfléchissez-y. Jamais, même en 1 million d'années, nous n'aurions pu prédire ou imaginer un monde dans lequel Vladimir Poutine poursuivrait en justice une mère américaine à cause de sa série de podcasts. Aucun d'entre nous ne pense que cela soit envisageable. Pourquoi donc? L'idée même de cela nous fait rire parce que Poutine, peu importe ce que l'on pense de lui, on reconnaît qu'il détient un véritable pouvoir en Russie. Et Tucker a posé la question la plus évidente concernant l'affaire Brigitte Macron. La chose la plus importante que nous remarquons tous et que les médias évitent, c'est celle-ci. Ce réseau pédocriminel qui semble entourer ce couple. C'est étrange. Emmanuel Macron n'a aucun réel pouvoir et tous ceux qui les entourent, qui ont du pouvoir et de l'argent, semblent se retrouver impliqués dans ce genre de scandale. Voici ce que Tucker avait à dire à ce sujet. Avez-vous des amis qui sont pédophiles? Aucun. Il n'arrête pas de se faire des amis qui, d'une manière ou d'une autre, sont impliqués dans ces scandales de pédophilie complètement fous. J'ai l'impression d'avoir été partout. J'ai rencontré énormément de gens. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui ait été accusé d'avoir abusé de son propre enfant. C'est tellement extrême. J'ai Connu des gens qui ont fait toutes sortes de mauvaises choses et je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui ait même été accusé de ça. Et pourtant, tu décris 2 groupes de personnes, des gens puissants, des gens célèbres, où énormément de personnes dans leur entourage ont été accusées ou ont effectivement commis des abus sur enfants. Comme je l'ai dit, c'est exactement ce qu'ils essayent d'éviter avec ce procès ridicule. Ils ne veulent pas que les gens creusent davantage l'histoire. Ils pensaient pouvoir l'arrêter d'une manière ou d'une autre parce qu'ils savent que quelque chose de vraiment sinistre se passe à Paris en ce moment. Et le monde est en train de s'en rendre compte. Et ce n'est pas seulement ce que j'ai révélé dans la série. Comme je l'ai dit, nous n'avons fait qu'effleurer la surface. Alors, creusons un peu plus. Je vais vous raconter une autre histoire aujourd'hui. Vraiment, je veux juste dire d'emblée que toute personne qui défend ce couple après avoir regardé la série est quelqu'un que vous devriez probablement regarder d'un œil méfiant.
Toute personne qui défend ce couple, automatiquement, je mettrai un point d'interrogation sur cet individu. Laissez-moi vous raconter cette histoire à propos d'une autre maison de couture, Yves Saint Laurent. Vous connaissez cette maison de couture, n'est-ce pas? Je me sens vraiment désolée pour ceux d'entre vous qui possèdent peut-être un sac Yves Saint Laurent. J'en ai certainement eu un ou des vêtements de chez eux, des vêtements très chers, parce que vous allez probablement vouloir les jeter après que je vous ai raconté cette histoire. D'accord. Donc, cette maison de couture a été fondée en 1961 par deux hommes. Leur nom, Pierre Berger et, bien sûr, Yves Saint Laurent. Les deux étaient en fait impliqués sentimentalement l'un avec l'autre. Et pendant longtemps, en réalité, ils sont restés ensemble jusqu'en 1976 lorsqu'ils se sont apparemment séparés à l'amiable. Maintenant, Pierre Berger, je dois vous dire, la moitié de ce duo était un grand soutien d'Emmanuel Macron. D'accord, il est décédé en 2017, mais pas avant d'avoir déclaré publiquement son soutien inconditionnel au couple Macron. Il s'est déclaré prêt à, et c'est une citation directe, je cite, « trouver un soutien financier et aider Emmanuel Macron par tous les moyens nécessaires ». Il a poursuivi en disant, je cite, « Mon soutien est évidemment logique et naturel. Je soutiens Emmanuel Macron depuis longtemps. Lui et sa femme sont des amis personnels. » Fin de citation. D'accord, donc nous avons ce Pierre Berger. Il est l'une des deux moitiés du duo Yves Saint Laurent et il est un ami personnel de Brigitte Macron et de son mari. Voilà, c'est certainement une amitié intéressante. Encore une amitié intéressante pour Emmanuel et Brigitte. Parce qu'en 2012, il y avait un prêtre dans le sud de la France qui a alerté la police française à propos de cas de prostitution de mineurs dans cette ville-là. La villa s'appelait Villa Majorelle et elle appartenait à Yves Saint Laurent et Pierre Berger. Et c'était aussi une villa où Jack Lang, ancien ministre socialiste, était un invité régulier. Maintenant, concernant les accusations sur ce qui se passait dans cette villa, je vous le dis, Pierre Berger les a réfutées. Mais il a dit quelque chose d'assez ambigu à propos de ces accusations. Quelques mois avant sa mort, il a déclaré ceci, je cite, « À l'époque, la morale était plus libre qu'aujourd'hui, surtout au Maroc. La sexualité était débridée et on y prêtait moins attention. Quand on dit que j'organisais des orgies à Marrakech avec Jack Lang et des petits garçons, je n'en aurais même pas eu envie parce que je n'aime pas les petits garçons. » D'accord? Il dit petit garçon. Je veux que tu gardes ça en mémoire. Juste avant de mourir, il dit ceci. D'accord. Avance rapide, ou plutôt, cela s'est produit en même temps. Fabrice Thomas. Je vais vous présenter un homme nommé Fabrice Thomas, qui ne serait pas d'accord. En gros, ça parle de ce à quoi Pierre Berger était impliqué au Maroc. Maintenant, Fabrice Thomas, je dois vous dire, il connaît très bien Pierre Berger parce qu'il a travaillé pour lui de 1984 à 1992. Il a été son esclave sexuel et son chauffeur, à la fois pour lui et pour Yves Saint Laurent. Il a pris la relève de son père. Je parle ici du père de Thomas, qui était aussi chauffeur et travaillait également pour ce couple. Et je dois mentionner maintenant que lui et son père avaient une relation incestueuse, parce qu'il fallait bien que cela arrive. Fabrice Thomas et son père, son propre père, ont tous les deux travaillé pour le couple, le duo de la mode. Les deux avaient une relation incestueuse. Il l'a reconnu dans son livre. Bref, revenons à ce que Fabrice Thomas allègue à propos du duo de la mode. Parce qu'évidemment, quand il s'agit d'Emmanuel Macron et de Brigitte, il y a toujours, quelque part dans l'histoire, cet élément d'inceste et de pédophilie. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Bref, en dehors de ses relations avec son propre père, Fabrice Thomas a aussi, comme je l'ai mentionné, eu des relations avec Pierre Bourget et Yves Saint Laurent. Il affirme qu'il était leur esclave sexuel. Et parce que je sais que vous n'allez certainement pas me croire, parce que pourquoi me croiriez-vous? Il y a tellement de pédophilie et d'inceste dans toutes ces histoires. Voici un article dans Vanity Fair. Sexe, mensonge et passion. J'étais l'amant d'Yves Saint Laurent. Ils se sont entretenus avec lui en 2013. Encore une fois, c'était avant le décès de Pierre Berger. Ce n'est pas comme s'il avait contesté ces allégations. Et il s'est assis pour donner cette interview exclusive à propos de sa liaison avec Yves Saint Laurent et Pierre Berger. Et finalement, Fabrice allait même écrire un livre. Le livre s'intitule « Saint Laurent et moi, une histoire intime ». Dans ce livre, il raconte comment il a d'abord commencé ses liaisons avec Pierre Berger. Et puis Pierre Berger a dit « Oh, tu devrais aussi inspirer Saint Laurent avec davantage des liaisons débridées. »
Et dans le livre, il poursuit en décrivant qu'ils organisaient ces soi-disant belles fêtes qui auraient ravi le marquis de Sade. Et il détaille dans ce livre comment il alternait entre satisfaire Yves Saint-Laurent, qui avait une passion masochiste, et Pierre Berger, qui était plus sadique. Quoi qu'il en soit, lors d'une interview ultérieure qu'il a accordée au journaliste Jack Tamé, alors que Jack Tamé travaillait sur ce livre à propos, vous savez, de la pédophilie en France en général, c'est comme un réseau pédocriminel qui contrôle la France. Et il lui a raconté les véritables raisons pour lesquelles les cofondateurs se sont brouillés. Et je ne vais pas entrer dans les détails parce que c'est tellement absolument répugnant ce dans quoi ils étaient impliqués sexuellement, des mots dont je n'avais même jamais entendu parler, bien au-delà du sadisme et du masochisme, ils étaient dans des trucs, je ne sais même pas, scatologiques, des choses vraiment dérangées. Mais l'important est ailleurs. Lorsque Fabrice Thomas s'adresse à ce journaliste, il est sans équivoque au sujet des intérêts de Pierre Breget au Maroc. Il a dit, et je cite, qu'Yves Saint-Laurent lui avait répété à maintes reprises que Pierre Bourget couchait avec des enfants au Maroc. Il était très attiré par les filles prépubères, fin de citation. D'accord, donc ce n'étaient pas des garçons. C'étaient des filles, du moins si l'on en croit son ancien esclave sexuel. Et encore une fois, il a écrit ce livre et donné des interviews à propos de ses relations avec ce couple alors que Pierre Bourget était encore en vie. Alors, qu'est-ce qu'on est censé en penser? Comment cela peut-il continuer à se produire? Sérieusement, expliquez-moi comment il est possible que nous parlions du président de la France et de sa femme, et que les gens qui les entourent soient constamment impliqués dans des affaires incestueuses, qu'ils descendent au Maroc et qu'ils mettent le livre d'André Gide sur son bureau lorsqu'il prend ce portrait présidentiel. Et nous savons ce que faisait André Gide là-bas au Maroc. Et tous ceux qui se considèrent comme des amis, peut-être pas tout le monde, mais bien trop de personnes qui l'ont aidé à accéder au pouvoir et qui se comptent parmi les amis de ce couple puissant, continuent de se retrouver impliqués, d'avoir les mains sales dans des scandales de pédophilie, des scandales d'inceste, d'accord? Et maintenant, ils vont vraiment essayer de nous faire passer pour fous, de nous faire croire qu'il ne se passe rien. C'est fou. Non, ce sont vraiment juste tous mes amis. Ce n'est pas moi. De quoi parle-t-on au juste? Ce n'est pas moi. C'est juste, oh, tout le monde autour de nous est comme ça. Tu y crois, toi? Tu acceptes ça? Qu'est-ce que ça te fait penser de toutes ces personnes qui protègent ce couple, des médias qui protègent ce couple? Je pense qu'aujourd'hui, c'est la première fois dans le Daily Mail que je les ai vus donner une vision équitable de ce qui se passe concernant mon procès. Avant ça, c'était juste un véritable gaslighting public, faisant semblant qu'il n'y avait rien dans cette histoire, que Brigitte Macron était la victime. Oh mon Dieu, peux-tu imaginer Brigitte, cette pauvre femme qui est juste tombée amoureuse de son élève? Oui, le problème ici, c'est que Candace en parle. Réfléchissez à ce que cela nous dit sur le monde dans lequel nous vivons, sur les personnes qui nous gouvernent. Et ce n'est pas tout, les amis, c'est probablement le bon moment pour vous dire cela. Durant sa présidence, lors de son premier mandat, l'administration d'Emmanuel Macron a œuvré pour faire baisser l'âge de consentement de 15 ans à 13 ans. Oui, l'âge de consentement en France est de 15 ans, sauf si vous êtes un adulte ayant autorité sur un enfant. Dans ce cas, il passe à 18 ans pour être l'âge de consentement, n'est-ce pas? Donc, dans une relation professeur-élève, traditionnellement, cela a toujours été le cas. Que l'âge de consentement est de 18 ans, ce qui rend la relation de Brigitte avec Emmanuel Macron problématique quoi qu'il arrive, d'accord? Et quand ils ont fait cela, quand ils ont essayé d'abaisser l'âge de consentement à 13 ans, ils l'ont fait d'une manière très perverse et manipulatrice. Ils ont dit au public qu'il était nécessaire de relever l'âge de consentement avec un adulte à 13 ans pour protéger les enfants. Donc, ils ont présenté cela comme « Nous protégeons les enfants, alors nous allons relever l'âge de consentement à 13 ans ». Ils pensaient que le public ne s'en rendrait pas compte, que les gens supposeraient simplement que l'âge était plus bas et qu'ils étaient en train de le relever à 13 ans. Mais cela n'a pas fonctionné. Le public n'est pas tombé dans le piège. Le public a, de façon compréhensible, été indigné par cette tentative flagrante d'abaisser l'âge de consentement à 13 ans. Et finalement, cette mesure a échoué. Mais je devrais mentionner qu'un autre aspect n'a pas échoué. Cela nous amène à Éric Dupond-Moretti, n'est-ce pas? L'avocat dont je parle, ancien ministre de la Justice.
Et il était ministre de la Justice à cette époque. Celui qui répète encore une fois que cela doit être financé par la Russie. C'est complètement faux. Essayant de faire tomber la République française, c'est complètement faux. Mais pendant qu'il était ministre de la Justice, il a tout de même obtenu certains succès. Il a réussi à faire retirer les enseignants de la catégorie des personnes ayant autorité sur les enfants. D'accord? Donc, pour être clair, l'âge de consentement est de 15 ans, sauf si l'adulte a une autorité sur l'enfant. Dans ce cas, il passe à 18 ans. C'est ça. Mais Éric Dupond-Moretti, alors qu'il travaillait pour Macron en tant que ministre de la Justice, a fait retirer les enseignants de cette définition. Donc oui, 15 ans suffit si vous êtes enseignant. Pourquoi aurait-il fait cela? À votre avis, pourquoi? Le gouvernement de Benny Macron souhaitait abaisser l'âge du consentement à 13 ans. Les gens qui prétendent qu'il avait forcément 15 ans. Et je vous le dis, il n'avait certainement pas 15 ans. Si vous regardez à quelle époque il jouait réellement dans cette pièce. Pourquoi pensez-vous qu'ils essaient de faire baisser l'âge et tentent, je dirais, de tromper, même si ça n'a pas marché, la population française en leur faisant croire qu'ils faisaient cela pour protéger les enfants? Et pourquoi Éric Dupond-Moretti s'en préoccuperait-il en tant que personne qui a représenté des pédophiles et qui a inventé la notion d'inceste heureux? Pourquoi pensez-vous qu'en tant que ministre de la Justice, il a fait en sorte que les enseignants ne soient pas inclus dans la définition de personnes ayant autorité sur un enfant? Cela ne vous paraît-il pas étrange? Est-ce que le monde entier est devenu fou ou bien est-ce ce qui se passe en ce moment en France qui est insensé? Et comme je l'ai dit, ce qui rend la situation encore plus folle, c'est que, pour la plupart, les médias traditionnels ont protégé ce couple. Jusqu'à ce que nous fassions éclater l'affaire et que les choses semblent enfin commencer à changer. Au fait, j'ai raté ça, mais à l'époque où Brigitte a frappé Emmanuel Macron, le New York Post a publié un titre détaillant davantage leur liaison au début, quand il était jeune. Voici le titre en question. C'était « La relation d'Emmanuel et Brigitte Macron entachée de scandale, de la liaison élève-professeur à l'altercation physique choquante ». C'était enfoui dans cet article. Pas vraiment enfoui, en fait, il raconte simplement comment ils se sont mis ensemble. C'est tellement glauque, non? D'une façon ou d'une autre, j'ai raté ça dans l'histoire. Peut-être que je ne m'en souvenais pas jusqu'à ce que le New York Post fasse cette enquête approfondie sur à quel point il était jeune adolescent et comment les choses se sont passées dans cette relation. Mais voici une citation directe, prête, tirée de l'article. On peut lire « La famille de Brigitte a découvert la liaison à l'été 1994 après avoir surpris les deux en train de prendre le soleil autour de la piscine chez les parents âgés de l'enseignante selon une biographie. » De la première dame de France intitulée Brigitte Macron, une femme sans entrave. La relation entre l'élève brillant et sa professeure de littérature et de théâtre a provoqué un scandale. Les habitants ont envoyé des lettres anonymes au siège de la célèbre chocolaterie et fabrique de macarons dirigée par la famille de Brigitte, dénonçant la liaison. Les voisins, amis et ennemis ont également craché sur les portes de celle qui allait devenir la première dame de France, selon Brune, l'auteur de ce livre. Elle a écrit, je cite, « Du jour au lendemain, ses amis avec qui elle prévoyait de partir en vacances ont refusé de lui parler. » Elle écrit « Oh, super, je suis content que quelqu'un ait eu une conscience à ce moment-là et se soit rendu compte que c'était bizarre. Qu'est-ce que tu fais chez tes parents avec tes élèves? » En fait, quel est le contexte de tout ça? Et d'ailleurs, je suis presque sûre de me souvenir qu'en réalité, ce n'était pas le cas, c'était encore un autre mensonge précoce de la presse disant qu'elle était sa professeure de littérature. En réalité, je crois qu'il s'était inscrit à l'un de ses cours de théâtre. Mais de quoi parle-t-on ici, les gars? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites? Au bord de la piscine chez tes parents, qui devaient être incroyablement âgés. Qui valide ça? Qu'est-ce que c'est possible que ça arrive? Et ensuite, les parents doivent le faire déménager hors de la ville pour t'éviter? Encore une fois, toute personne qui défend cette histoire, compte tenu de tout ce que nous avons révélé, est probablement quelqu'un à qui vous ne devriez pas faire confiance. Car si, en tant que société, nous ne sommes pas capables de défendre les enfants, alors nous ne sommes pas une société. Nous ne sommes même pas une société. Par ailleurs, j'ai des alliés inattendus en France. Et ces alliés sont membres de la communauté LGBTQIA+. Ça m'a bien fait rire ce week-end. Xavier Poussard a tweeté cela dans un article publié sur le site Internet du quotidien français Libération.
C'est une idée plutôt de gauche. Louis-Georges Tin, créatrice de la Journée mondiale contre l'homophobie, la biphobie et la transphobie, accuse Brigitte Macron d'alimenter la stigmatisation des personnes transgenres, affirmant que la stratégie judiciaire choisie semble non seulement inefficace, comme le montrent les acquittements de Natasha Ray et d'Amandine Roy, mais aussi contre-productive. En cherchant à laver son honneur, Brigitte Macron contribue, peut-être sans le vouloir, à renforcer l'idée que cette rumeur est intrinsèquement insultante et donc à la perpétuer. La stigmatisation des personnes transgenres. Et la lettre ouverte poursuit en disant « Ils écrivent, vous savez, nous avons besoin que vous reconnaissiez que ce n'est pas la bonne manière d'aborder la situation. » Ils lui demandent d'agir plutôt comme Hugh Jackman, qui a ri lorsqu'on l'a accusé d'être gay et a déclaré qu'il était un allié des personnes homosexuelles. Ils citent également Lady Gaga et Michelle Obama comme exemple de la manière dont Brigitte Macron devrait gérer cette rumeur. Ils affirment que considérer cela comme de la diffamation est intrinsèquement insultant et contribue à stigmatiser davantage les personnes trans en France. Et ils lui demandent de mettre fin à cette farce. Je suis totalement d'accord que c'est une farce. Je pense en fait que tu as raison. Parce que je crois que Brigitte est trans, et tu as raison de dire que son refus de l'admettre n'aide absolument pas la cause trans. Mais ça va devenir intéressant? Évidemment, je parlais avec Piers Morgan ce matin de tout cela, et je lui disais vraiment, et je pense que ça sortira plus tard aujourd'hui, que tu ne veux pas te retrouver du côté des Macron. Tu ne veux pas, parce qu'il n'y a aucun moyen pour eux de s'en sortir. C'est mon avis que ce n'était qu'un coup de communication, car il y a tellement de mensonges dans ce procès qu'ils voulaient juste devancer pour que les gens croient que j'avais menti dans la série, que j'avais dit des choses qu'ils affirmaient alors que je ne les ai pas dites. Je vois cela comme une stratégie de relations publiques. Ou alors, l'autre option, c'est qu'ils sont vraiment tellement dérangés qu'ils croient que je suis financée par la Russie ou par, je crois qu'ils ont dit, Marion Maréchal. Et par leurs ennemis politiques en France, ce qui est totalement absurde. Il n'y a même pas l'ombre d'une vérité là-dedans. Ils pourraient être tellement dans leur délire qu'ils pensent qu'en me soumettant à la procédure de découverte, ils vont trouver des messages ou des emails entre moi et leurs adversaires politiques en France. Ils pourraient être aussi farfelus que ça. Les gens finissent par croire à leur propre théorie du complot avec le temps, surtout quand ils ont eu autant de contrôle dans leur vie. Comme s'ils avaient réussi à contrôler la presse, son image, à faire croire que ce type, propulsé par la banque Rothschild, ne sait même pas ce que veut dire EBITDA. Tu es tellement habitué à obtenir tout ce que tu veux sans avoir à travailler ni à te battre qu'ils pourraient vraiment être tellement choqués qu'ils doivent l'attribuer à quelque chose de plus puissant. C'est effectivement quelque chose de plus puissant qui vous fait tomber. C'est la vérité. C'est tout. C'est ça votre adversaire. Vous êtes simplement confronté à la vérité. Il n'y a pas de tour ici. Il n'y a pas de financement ici. C'est juste une mère qui se soucie profondément des enfants victimes et de l'idée que cette victimisation puisse être systémique et qu'un gouvernement puisse conspirer pour la dissimuler. Je ne suis même pas satisfaite que Trump n'ait pas encore fait de déclaration. Je pense qu'il devrait s'exprimer et dire qu'il est ridicule d'essayer de porter atteinte aux droits des Américains qui disent la vérité. Il n'y a rien dans ma série où j'ai menti. J'ai parlé de l'orbite qui t'entoure, n'est-ce pas? Nous avons besoin de personnes en position de pouvoir, qui aient le courage de défendre les enfants. Et si nous n'avons pas cela, alors il faudra que des individus comme moi le fassent, ainsi que les personnes qui ont soutenu la série. Et à bien des égards, ils l'ont soutenue parce qu'ils ont maintenant rendu la série plus virale qu'elle ne l'a jamais été. Donc nous allons faire une pause ici avant que je n'aborde cette autre grande déception concernant Trump. Je veux d'abord vous rappeler Goldco, car ces 4 dernières années, nous avons tous traversé des moments difficiles, avec une inflation forte et une dette nationale en hausse. La volatilité des marchés, des guerres sans fin, des faillites bancaires et nos systèmes financiers ne sont tout simplement pas fiables. C'est pourquoi les Américains choisissent l'or. Il est tangible, réel et garde sa valeur depuis des millénaires. Contrairement aux actions ou à la monnaie, l'or ne disparaît pas quand les politiciens font de mauvais choix, ce qui arrive souvent. Goldco sont les experts en qui j'ai confiance pour protéger votre retraite avec des métaux précieux. Que vous soyez inquiet de l'inflation, des dépenses publiques ou que vous vouliez la tranquillité d'esprit, Goldco peut vous aider. Voici ce qu'il faut faire. Allez sur CandisLikesGold.com pour recevoir votre kit or et argent 2025 gratuit
et découvrez comment obtenir jusqu'à 10% d'argent offert. N'attendez pas la crise suivante. Protégez votre avenir dès aujourd'hui. Allez sur CandiceLikesGold.com. Encore une fois, CandiceLikesGold.com. Je voulais aussi parler de Just Thrive, car le plus grand secret de santé, c'est que tout commence dans l'intestin. Chaque jour, l'intestin lutte contre les aliments transformés, le stress, les toxines de l'air. Quand l'intestin va mal, tout le corps le ressent. La plupart des probiotiques ne fonctionnent pas. 99% des marques traditionnelles meurent dans l'acide de l'estomac avant d'atteindre l'intestin. C'est ce qui rend le probiotique à base de spores de Just Thrive différent. Just Thrive est le seul probiotique cliniquement prouvé à arriver 100% vivant dans votre intestin. Il fait ce qu'aucun autre probiotique ne peut. Il transforme votre intestin en source d'antioxydants pour protéger là où vous en avez le plus besoin. Cela signifie une meilleure digestion, une immunité renforcée, plus d'énergie et un poids mieux géré. Just Thrive propose son probiotique en gélule ou en gomme aux fruits rouges. Leur gamme de compléments pour la santé intestinale, immunitaire et cérébrale repose sur la science. Just Thrive veut améliorer la santé des Américains. Pour rejoindre la révolution intestinale et reprendre votre santé, allez sur justthrive.com et économisez 20% avec le code promo Candice. Voyez la différence par vous-même ou vous serez intégralement remboursé. Aucune question. Prenez le contrôle dès aujourd'hui avec Just Thrive. Encore une fois, justthrivehealth.com. Code promo Candice. OK, alors ça fait le buzz en ce moment sur X. J'ai enquêté sur cette histoire et il semblerait qu'elle soit vraie. Je vérifie que je ne suis pas tombé dans le piège des fausses informations. Comme Trump a popularisé l'expression, nous le constations déjà depuis un certain temps. Bien sûr, jeudi dernier, nous avons diffusé un épisode et j'ai dit que Trump était très clairement favorable à Israël. C'est devenu comme une drogue qui est en train de ruiner sa vie et de détruire son héritage. Et il semble tout simplement qu'il ne puisse rien faire. Et en réalité, cela l'a rendu complètement impuissant. Israël l'a rendu impuissant, comme cela a été le cas pour beaucoup de nos politiciens. Mais là, c'est clairement un pas de trop. Les gens qualifient de cela de trahison. Et je pense que c'est effectivement le terme approprié pour décrire ce qui se passe ici. Il va refuser aux Américains, dans le besoin des fonds d'urgence en cas de catastrophe, s'ils découvrent que la ville ou l'État concerné boycotte Israël. D'accord, donc on parle d'1,9 milliard de fonds d'État pour les catastrophes qui pourraient potentiellement être refusés si vous êtes un État américain ou une ville qui boycotte des entreprises israéliennes. Vous allez simplement être privé d'aide fédérale en cas de catastrophe naturelle. D'accord. Ceci concerne la préparation aux catastrophes naturelles. Évidemment, il y a de l'argent qui provient de la FEMA et c'est ce qui se passe. L'Agence fédérale de gestion des urgences vient d'indiquer, dans un avis de subvention publié vendredi, que les États doivent respecter certaines conditions pour recevoir des fonds fédéraux. D'accord. Ça a du sens. Oui, bien sûr. Peut-être que vous allez dire, la règle ici, c'est que vous ne pouvez pas héberger de migrants, n'est-ce pas? Héberger des personnes en situation irrégulière. Vous ne pouvez pas faire quelque chose qui va à l'encontre du gouvernement fédéral. Cela aurait du sens. Mais dire spécifiquement que vous ne pouvez pas décider de ne pas investir, peut-être, dans des entreprises ou des technologies israéliennes. Cela n'a rien à voir avec notre entreprise, c'est notre pays. C'est une entreprise israélienne. Et vous pourriez dire, en tant qu'État, que nous n'allons pas dépenser d'argent pour travailler avec Israël, parce qu'ils commettent un génocide en plein jour. Vous pourriez dire, en fait, moralement, nous pensons qu'il est mal pour nous de collaborer de quelque manière que ce soit avec Israël, parce que nous les voyons affamer des enfants chaque jour. D'accord, plus personne en dehors des ultrasionistes psychopathes ne nie que cela se passe aujourd'hui. Même des gens qui ont mis une éternité à reconnaître et à dire que c'était un génocide disent maintenant, d'accord, oui, il semble qu'ils sont peut-être en train de commettre un génocide et qu'ils vont simplement prendre le contrôle de Gaza et en faire une station balnéaire. D'accord, donc Trump impose cette exigence. L'administration Trump impose cette exigence. Et comme je l'ai dit, cela s'applique à au moins 1,9 milliard d'aide fédérale sur laquelle les États comptent pour financer le matériel de recherche et de sauvetage, les salaires des gestionnaires d'urgence. Disons que vous êtes frappé par un ouragan, de l'argent destiné notamment au système d'alimentation de secours, entre autres dépenses. Et Trump dit « Oui, non, je vous entends. Je vous entends crier, j'entends que c'est un ouragan. Et vous savez peut-être que ça a emporté toute votre famille, toute votre maison. Mais soutenez-vous, Israël? Oh, je suis désolé. Avez-vous boycotté la technologie israélienne?
Oui, nous n'allons pas pouvoir vous donner cet argent. Votre famille ne remplit plus les conditions. Et cela s'appuie sur ce qu'ils avaient déjà dit en avril, à savoir que boycotter Israël sera quelque chose qu'ils sont prêts à sanctionner. Et d'ailleurs, ce n'est pas une idée de l'administration Trump. Nous vous avons montré l'extrait de Bibi Netanyahou disant cela il y a des années, qu'ils sont déjà en train de faire passer des lois aux États-Unis, selon lesquelles toute personne qui boycotte Israël va en souffrir. Il l'a dit devant la caméra il y a des années. Et aujourd'hui, la réalité est que 34 États ont désormais adopté des lois anti-BDS. Alors, que sont les lois BDS? Tout a commencé comme un mouvement sur les campus. Des personnes disaient que, dans la mesure de leurs moyens, elles allaient boycotter et se désengager d'Israël. C'est votre droit en tant qu'Américain. Si vous décidez, en tant qu'Américain, que vous ne voulez pas dépenser votre argent pour quelque chose, vous pouvez dire « Je veux boycotter Monsanto ». Je ne vais pas dépenser mon argent pour des produits ou des entreprises qui sont de mèche avec Monsanto. Donc, vous pourriez dire « Je veux boycotter les céréales ». C'est ça. J'ai décidé que je n'aimais pas Kellogg's. Et donc, je vais boycotter Kellogg's et je vais dire aux autres qu'ils devraient le faire aussi. Mais c'est votre droit en tant qu'Américain si c'est ce que vous voulez faire. OK, maintenant, tout à coup, Trump adopte l'extraordinaire position selon laquelle, en fait, ce n'est pas votre droit de faire cela quand il s'agit d'Israël. Bien sûr, vous pourriez, si vous le souhaitez aujourd'hui, boycotter des entreprises américaines. Vous pourriez dire « Je ne veux pas soutenir les entreprises américaines ». Il n'y aurait aucun problème. Mais Israël? Oui, non, là, ils interviennent maintenant. Ils disent que vous ne pouvez pas faire ça. Pourquoi? Parce que l'Amérique n'est pas une nation souveraine. Et si vous êtes encore sous l'illusion que l'Amérique est une nation souveraine, il est temps de vous réveiller. Et si vous continuez à fonctionner sous une sorte d'illusion, comme beaucoup d'entre nous l'ont fait par le passé, que cette relation est née parce que nous sommes alliés et que nous croyons en la liberté et la démocratie, j'espère que ce qui se passe à Gaza vous a réveillé au fait que tout cela n'était que de la propagande, qui a commencé dans nos salles de classe. Ils nous ont fait de la propagande dans les salles de classe, comme nous allons le voir. L'affaire Jeffrey Epstein. Pour ceux d'entre vous qui suivent cette série, et nous continuerons lundi, vous commencez à réaliser qu'il s'intéressait aux manuels scolaires américains. Loin de là, si vous regardez mon podcast et que vous croyez que « Oh, ce sont les Rockefeller qui contrôlaient les manuels scolaires », oui, les Rockefeller ont été victimes de chantage par le Mossad. OK, c'est la vérité. Reuben Shiloah, qui fut le premier dirigeant du Mossad, a fait chanter les Rockefeller. Et c'est ainsi que cette nation a accumulé autant de pouvoir à travers le monde, grâce à un processus très systémique de chantage. D'où le fait que Trump nous manipule à propos de Jeffrey Epstein, parce que tout le monde est impliqué. OK, ce sont des réseaux de chantage. Ce n'est pas un pays qui est guidé par sa morale. C'est un pays religieux, la patrie des Juifs. Tu ne tueras point. Tu ne tueras pas. Ils massacrent des femmes et des enfants chaque jour. Alors la question se pose, sur quoi ce pays a-t-il réellement été fondé? Et j'espère que vous écoutez la série de Darrell Cooper qui parle du mouvement sioniste à ses débuts, qui révèle la vérité sur Theodor Herzl. Tout ce qu'on vous a dit est un mensonge, d'accord? Tout, pratiquement tout ce qu'on vous a dit, que ce soit vos pasteurs qui vous mentent à ce sujet, les gens sont victimes de chantage et ils mentent. Mais pour Trump, c'est le masque qui tombe, d'accord? Il est désormais devenu un dirigeant impuissant. Si vous pénalisez des personnes dans le besoin, n'est-ce pas? Si vous faites du tort à des citoyens américains pour servir les intérêts d'Israël, c'est un acte de trahison, car Israël n'est pas un ami des États-Unis. Israël est la raison pour laquelle nous avons tous les problèmes que nous connaissons au Moyen-Orient. C'est la réalité. Et cela n'a rien à voir avec les Américains juifs. Alors vous feriez mieux de vous réveiller très vite face à ce qu'on vous force à soutenir. Parce que, comme je l'ai dit, ils ont de la même manière fait de la propagande auprès des Américains juifs, comme je l'ai dit dans l'émission de Tucker. C'était un moment où le masque est tombé lorsque l'ADL a déclaré avoir lancé ce programme. Jonathan Greenblatt a été surpris au micro en train de dire qu'ils avaient lancé le programme Birthright parce qu'ils voulaient, rattacher arbitrairement les Américains juifs à ce pays inventé au Moyen-Orient qui prétend croire en la démocratie mais ne la pratique pas. Oui. Donc,
Un moment où le masque est vraiment tombé pour Trump. Je ne comprends pas comment quelqu'un peut prétendre que ce n'est pas le cas. Il vous dit qu'il n'est pas America First. Je ne sais même pas s'il est America Second à ce stade. Tout cela est tellement ridicule et décevant. C'est franchement embarrassant. C'est tellement embarrassant. Et je suis curieux de voir ce que J.D. Vance va dire à ce sujet. Comment peut-on avoir autant de personnes qui ont aussi peur de s'opposer à cette nation? Je vais vous laisser sur cette réflexion. Bref, de l'autre côté, j'ai été totalement surpris. Je voulais savoir si vous aviez remarqué ça. Hunter Biden, d'accord? Il a accordé une interview au podcasteur Andrew Callahan dans l'émission Channel 5 with Andrew Callahan. J'ai été très surpris de voir à quel point j'appréciais l'interview, non pas à cause de Hunter Biden, car comme je vais vous le montrer, il ne veut absolument pas répondre aux questions sur son ordinateur portable et on sent qu'il ment. Le reste de l'interview, on dirait juste qu'il en a marre de tout. Et cette interview aurait pu s'intituler « Tout est faux et gay ». Il a été honnête à propos de son addiction au crack d'une manière vraiment unique. Ça faisait penser à Charlie Sheen. Je vais vous laisser regarder quelques extraits ici et voir ce que vous en pensez. Le voici en train de parler du crack, de la cocaïne. Écoutez ça. Est-ce que la cocaïne crack te fait agir différemment? Non. Est-ce que c'est plus sûr que l'alcool? Probablement. Les gens pensent que le crack, c'est sale. C'est exactement le contraire. Quand tu fabriques du crack, ce que tu fais, c'est brûler toutes les impuretés pour qu'elles se combinent avec le bicarbonate de sodium, ce qui le rend fumable. C'est tout. Tu sais, tous ces acteurs et tu sais, ces gens dans le passé qui disaient avoir eu un problème avec la cocaïne et le freebasing, ils fumaient du crack. Je pense qu'une des raisons pour lesquelles ils croient que fumer et les cigarettes est si addictif, c'est parce que cela combine 3 éléments vraiment importants. C'est une habitude qui se forme, il y a une fixation orale et il y a un rituel qui s'y associe. Et donc, l'idée du geste main à bouche est une habitude et une fixation que nous apprenons très tôt, même enfant, avec une tétine, une cuillère, le pouce, voire même l'allaitement. D'accord, donc ça vraiment, je ne veux pas entrer dans la psychologie de tout ça parce que je ne suis pas un expert, mais je sais ceci, c'est que tu combines à cela l'allumage, la combustion et ensuite tu ajoutes le rituel. Tu as ta cigarette le matin, tu as ta cigarette en sortant de la voiture, tu as ta cigarette avec ton café. Le crack, c'est tout ça, mais puissance 1000. il est très honnête à propos de sa dépendance et de la façon dont il est devenu accro au crack. Et je ne m'y attendais vraiment pas du tout. Mais c'est là que ça devient encore plus intéressant. Quand il a commencé à s'emporter contre George Clooney, j'ai compris que la version des faits qu'il nous donnait était absolument la vérité. Comme George Clooney s'est un peu présenté comme un héros quand il est sorti, tu te souviens, et qu'il a dit « Oh, tu sais quoi? Je viens juste de voir mon bon ami Joe Biden et j'ai réalisé que ses problèmes de mémoire étaient allés trop loin et qu'il devait se retirer. Et c'est un peu devenu la raison, comme une sorte de lettre ouverte. Je crois qu'il l'a écrite dans le New York Times. C'est un peu devenu la raison pour laquelle ils ont ensuite installé Kamala. C'est ça. Voilà ce que Hunter Biden dit à propos de ce moment, de ce qui s'est réellement passé en coulisses. Écoutez bien. Voici ce qu'il a dit. Il a dit que le président avait dû lui être présenté lors d'une collecte de fonds dont il était censé être l'hôte. D'habitude, avant ou après un événement, le président se met en ligne. Les gens viennent et prennent une photo avec lui. Ils se disent bonjour. Et il y a une personne qui se tient à côté du président et qui dit « Monsieur le président George Clooney et Julia Roberts ». « Salut George, Julia, comment ça va ?»« Monsieur le président Andrew Callahan ». Et il se peut que vous l'ayez filmé toute la journée, qu'il connaisse George depuis 30 ans et qu'il l'ait rencontré 15 fois. Mais la personne sur son épaule, qui est généralement un officier militaire, a un seul travail. C'est de dire le nom de la personne qui s'approche. C'est tout. Et maintenant, George Clooney, pour rationaliser pourquoi il a tenté de couper l'herbe sous le pied d'un président en exercice, le président le plus couronné de succès de l'histoire de son parti à son époque, en termes de politique législative qu'il souhaitait voir adoptée, a dû justifier d'une manière ou d'une autre le fait d'aller aussi loin, d'écrire une tribune dans le New York Times pour essayer de forcer le président en exercice des États-Unis à se retirer de la course. Et donc il invente cette histoire selon laquelle le président aurait dû lui être présenté. Oh, comme s'il n'avait pas reconnu George Clooney. Exactement. À cause de la démence ou quelque chose comme ça? Je ne sais pas. C'est ce que ça sous-entend, non? Ouais, comme s'il oubliait des choses. Ouais.
Et d'ailleurs, je me souviens que l'histoire, c'est que George Clooney n'allait pas venir à cette levée de fonds. Et il se plaignait auprès du personnel de la Maison-Blanche et des membres du staff senior. Parce qu'il était tellement en colère que le président ne critique pas le mandat d'arrêt qui avait été émis contre Netanyahou. Et le président, quand on lui a demandé, a dit « Est-ce qu'ils arrêteraient Netanyahou s'il venait aux États-Unis ?» Et il a dit qu'il n'aurait pas l'autorité et qu'il ne le ferait pas non plus. Et il paraît que la femme de George Clooney a été la principale architecte de ce mandat d'arrêt contre Netanyahou. Je ne juge pas si c'était la bonne chose à faire ou non. Il était vraiment, vraiment en colère que mon père n'ait pas, je suppose, rendu hommage à sa femme ou quelque chose comme ça. Et je comprends, tu sais, défendre sa femme ou quelque chose comme ça. Mais je veux dire, j'ai vu les messages qu'il a écrits, tu sais, des pages et des pages de messages du genre « Comment ose-t-il faire ça ?» Et il n'arrêtait pas de promettre qu'il allait embarrasser le président et se retirer de la collecte de fonds. Oui, donc c'est la vérité. Tu peux en être sûr car ça a du sens. Tout le monde, quand George Clooney a écrit cette tribune, s'est dit « Ah, tu viens juste de remarquer que Joe Biden n'est pas dans son assiette ?» Je peux te dire, car j'ai assisté à beaucoup de ces événements, surtout pendant le premier mandat de Trump. Si c'est exact, quelqu'un dit « Voici un tel, un tel. » Ce sont les plus gros donateurs. Et tu prends une photo, ça dure à peine 10 secondes, puis tu t'assois. Et donc, cette histoire a beaucoup plus de sens, surtout dans le contexte de ce que j'ai vécu. Tu crois savoir ce qui se passe en public, mais en coulisses, quelqu'un reçoit un coup de fil. Pourriez-vous, s'il vous plaît, arrêter de parler du pénis de Brigitte? C'est beaucoup plus logique que la femme de George Clooney ait été contrariée. Elle était derrière et d'ailleurs, à juste titre, en train de dire que la CPI devrait arrêter Bibi Netanyahou pour crime de guerre. Et elle faisait probablement pression sur Joe Biden et sur son mari, évidemment, pour que Joe Biden reconnaisse que si Bibi Netanyahou mettait les pieds sur le sol, il l'arrêterait. Et dès que Joe Biden ne l'a pas fait, dire « j'acquiescerai à cela », George Clooney a piqué une crise parce que sa femme était probablement en train d'en faire une aussi. C'est ça la vraie vie politique. Ce qu'on vous dit, ce que le New York Times vous raconte, tout est faux et bidon. Et puis, ce qui se passe en coulisses, c'est que la femme de quelqu'un est furieuse. Et donc, George Clooney dit « J'écris une tribune et je vais te descendre parce que tu n'as pas fait ce que j'ai dit. » Il y a vraiment quelque chose qui ne va pas avec ça. Avant tout, évidemment, Joe Biden souffrait de démence et il aurait dû se retirer de toute façon. Mais faire semblant d'agir moralement alors qu'en réalité, c'est juste parce que ta femme est en colère. Je trouve ça un peu ridicule. Au fait, voici ce qu'il a déclaré à propos de Jake Tapper. Écoutez. Si vous croisiez Jake Tapper, serait-il temps de... Non? Écoute, mec, je le pense sincèrement. Il est presque inutile de commenter cela, car il est totalement insignifiant. Et je le pense vraiment, c'est ça. Quel est le public de Jake Tapper? Jake Tapper. Ma mère, je ne sais pas. Eh bien, je ne sais pas. C'est pourtant vrai. Je ne pense même plus que ce soit ta mère. Non. Non. En chiffres. Quelle influence Jake Tapper exerce-t-il sur quoi que ce soit? Il a la plus petite audience sur les chaînes d'information en continu. Et par ailleurs, je crois que le livre qu'il a publié est actuellement disponible sur Amazon. Je veux dire, sa cote de popularité a dégringolé après la sortie de son livre. Vous savez, ils ont fait un infomercial de 2 semaines pour ça. Je veux dire, c'était vraiment une opération pour se faire de l'argent, un vrai manque de respect envers tous ceux avec qui il travaille, envers le journalisme auquel il prétend participer. Et il est très personnel. Il a vraiment un problème avec moi. Il fait tout un discours sur le fait que j'étais le chef de cabinet par intérim, que j'ai pris le contrôle de la Maison-Blanche et que j'ai orchestré cette dissimulation de la santé et du bien-être de mon père, tout en insinuant qui ferait jamais confiance à une personne comme moi, un ancien accro au crack qui aurait entraîné sa belle-sœur dans la dépendance au crack, des choses dont il n'a aucune idée ni aucune connaissance. Dans... Personnel, tu sais, genre Jésus-Christ Jake, grandit un peu, bordel. Jake a décidé que je peux en gros faire cette info-publicité. Je vais attirer toute la droite parce qu'ils vont vouloir lire ce livre et ils vont faire exactement pourquoi. Ils ne le lisent pas, ils n'achètent pas le livre et ils les critiquent. Mais ce qu'ils font aussi, c'est qu'ils ont lancé une enquête au Congrès et maintenant je dois gérer une autre assignation à comparaître parce que Jake Tapper a décidé, à travers des sources anonymes, de créer une sorte de conspiration criminelle. Et nous y voilà. Dans quel but? Dans quel but? Alors que le monde s'effondre autour de nous, pourquoi dois-je passer mon temps à m'inquiéter? Ou à penser, voire à parler de quelqu'un d'aussi insignifiant que Jake Tapper? Mets ça sur un t-shirt. Alors que le monde s'effondre. Pourquoi? Pourquoi Jake Tapper? Pourquoi? Je dois absolument approuver ça.
Absolument. Je ne supporte pas Jake Tapper. Il est faux, évidemment, il travaille pour l'État. Et tout son public est faux. Et c'est pour ça que le voir là, assis à défendre Brigitte Macron, sans même faire son travail de journaliste. Il était censé être journaliste, non? Enquêter sur l'histoire, présenter un autre point de vue, poser une question difficile. À la place, il dit juste, comme ça c'est dérangé. Et donc je te crois Tom Clare. Je dois approuver ça. Voici ce qu'il avait à dire sur Elon Musk. Si tu voyais Jake Tapper, ce serait le moment pour un petit peu de... Oh, peut-être que ce n'était pas le bon extrait. C'est tout à fait correct. As-tu l'extrait sur Elon Musk? Pas de souci. On peut aussi passer l'extrait où Biden parle de son ordinateur portable, car c'était une bonne interview. Mais la seule chose que je n'ai pas aimée, c'est quand il a parlé de son ordinateur portable, son attitude a changé. On voyait bien qu'il n'était pas honnête quand il parlait de l'ordinateur portable. Et cela, bien sûr, est une histoire importante, parce que le point principal à propos de l'ordinateur portable de Hunter Biden, c'est que l'État profond a conspiré pour dire que c'était russe, que c'était faux et que la Russie diffusait cela. C'était de la propagande russe. Nous savons que ce n'est pas le cas. Réel. C'est problématique car cela montre combien les Biden avaient de pouvoir puisqu'ils ont fait dire aux médias que c'était de la désinformation russe. Voici Hunter Biden. Vous pouvez voir son attitude changer. Écoutez bien. Par n'importe quel moyen, ils ont récupéré mon empreinte numérique remontant à des décennies, plus de 20 ans. Encore une fois, je demande à n'importe qui, vous êtes plongé là-dedans et ce n'est pas une question piège, mais ça illustre mon propos. Qu'est-ce que mon ordinateur portable prouve? Sur la criminalité ou quoi que ce soit d'autre que... Ce que J'avais déjà admis sans problème, en toute transparence, c'est mon addiction à la drogue. Eh bien, j'essaie de me souvenir précisément quelles étaient les théories du complot les plus radicales que j'ai entendues. Je pense que beaucoup de gens sont préoccupés ou curieux à propos de divers accords commerciaux internationaux. J'ai siégé au conseil d'administration de bien plus d'une douzaine d'entités différentes, bien plus que ça, y compris de grandes organisations mondiales. J'ai été enquêté par la commission de surveillance de la Chambre, la commission des voies et moyens de la Chambre, la commission judiciaire de la Chambre, la commission judiciaire du Sénat, la commission de surveillance du Sénat. J'ai été enquêté par le ministère de la Justice, les États-Unis, les procureurs des États-Unis à Pittsburgh, Philadelphie, Washington, D.C. et Los Angeles. Le procureur du Delaware, le bureau du procureur spécial. Pas une seule personne ne m'a jamais accusé d'un crime basé sur quoi que ce soit qui se trouvait dans mon ordinateur portable ou qui a été découvert en lien avec celui-ci. Oui, le podcasteur aurait clairement pu le pousser à parler de ses affaires en Ukraine, pourquoi il siégeait au conseil d'administration de Burisma, quelle était son expertise à ce sujet. Le trafic d'influence, alors que votre père est en fonction, est problématique. Et je pense que ce podcasteur n'a pas eu le courage de l'interroger à ce sujet, mais dans l'ensemble, c'était une interview très intéressante. Et on pouvait un peu sentir qu'il en avait assez du faux et de l'hypocrisie, de cette fausseté des années 90 qui règne actuellement en politique. Cette histoire qu'on nous raconte sans cesse, alors que d'autres choses se passent en coulisses. Je le serais aussi. J'aimerais vraiment m'asseoir avec Hunter Biden. Je dirais que j'aimerais m'asseoir avec Hunter Biden et lui poser des questions. Je ne vais pas le ménager sur l'ordinateur portable parce que c'était ridicule. Le fait que l'État profond manipule les Américains à propos de l'ordinateur portable était aussi ridicule, alors qu'il aurait pu reconnaître que c'était le sien et parler de sa dépendance. Mais ce n'est pas ce qu'ils ont fait et on ne peut pas simplement l'oublier. Hunter Biden, si tu regardes, j'aimerais vraiment t'interviewer. Ah, tu as dit que tu as maintenant l'extrait vidéo. OK, pour finir, voici ce qu'il avait à dire à propos d'Elon Musk. Parfois, je n'arrive même pas à croire que j'ai cette discussion avec qui que ce soit. Comment penses-tu que nous renaissons à chaque génération? Comment crois-tu que nous attirons les personnes les plus intelligentes du monde aux États-Unis grâce à l'immigration? Je veux dire, tu es là et réfléchis juste un instant. Tu as une mère qui a gagné quoi déjà? 250 et 1 milliard de dollars en étant citoyenne américaine, arrivée ici et restée illégalement avant d'obtenir sa citoyenneté. Et maintenant, elle nous fait la leçon sur qui nous devrions laisser entrer aux États-Unis, tout en nous gratifiant d'un petit salut hitlérien au passage. Tu te moques de moi? C'est une interview amusante. Je ne suis pas le plus grand fan d'Elon Musk. Je le trouve très dans la performance. Et je pense aussi qu'il a été de mauvaise foi et pas honnête à propos d'eux. Ses relations avec l'État profond et avec le gouvernement, et il se présente un peu comme un héros alors qu'il se comporte souvent comme un enfant capricieux.
Donc oui, il y a beaucoup de choses, trop de choses à dire. Je dirais que je suis d'accord avec Hunter Biden, mais certainement pas sur la façon dont il a vécu sa vie. Mais s'il en arrive à être honnête à ce sujet, je suis partant. Avant de passer à vos commentaires sur l'épisode d'aujourd'hui, je veux vous rappeler Pure Talk, parce que combien de fois avez-vous entendu « si ce n'est pas cassé, ne le répare pas ». C'est un bon conseil pour beaucoup de choses, mais pas pour un téléphone portable. Avec le temps, la batterie d'un téléphone s'use, le processeur ralentit et il a souvent été fait tomber trop de fois. Avec PureTalk, vous pouvez remplacer votre téléphone. Ce mois-ci, PureTalk offre un Samsung Galaxy A36 gratuit avec un forfait éligible à 35 $, soit seulement 35 $ par mois pour appels, textos, données, et un Samsung gratuit avec verre Gorilla résistant aux rayures et une batterie qui dure toute la journée. Tout cela sur le réseau 5G le plus fiable d'Amérique. Soutenir PureTalk, c'est gagnant-gagnant. Vous divisez votre facture mobile par 2. Ils gagnent en embauchant plus d'Américains et en aidant plus de vétérans. Changez en 10 minutes. Allez sur puretalk.com/Owens pour un téléphone gratuit. Encore une fois, c'est puretalk.com/Owens pour passer à mon opérateur sans fil et à celui de l'Amérique. Je vous rappelle aussi American Financing, car si vous pouviez reporter vos 2 prochains paiements hypothécaires, pourquoi pas? Imaginez mettre ces 2 paiements dans votre poche et enfin respirer un peu. C'est possible en appelant American Financing aujourd'hui. Si vous vous sentez à l'étroit à cause des dépenses comme les courses, l'essence, les factures, sachez que vous n'êtes pas seul. La plupart des Américains mettent ces dépenses sur leur carte de crédit et il ne semble pas y avoir d'issue. American Financing peut vous montrer comment utiliser la valeur nette de votre maison pour rembourser votre dette. Appelez-les avant d'en arriver au point où vous ne pourrez plus payer vos mensualités. Leurs conseillers hypothécaires salariés aident des propriétaires comme vous à restructurer leurs prêts et à consolider leurs dettes sans frais initiaux. Leurs clients économisent en moyenne 800 $ par mois, comme une augmentation de 10 000 $. C'est rapide et simple, cela peut sauver votre budget cet été. Alors n'attendez plus. Appelez American Financing dès aujourd'hui au 800-795-1210. Encore une fois, c'est le 807-95-1210. Ou vous pouvez consulter americanfinancing.net Owens. americanfinancing.net Owens. Alors, les gars, qu'est-ce qui vous préoccupe? Voyons. En commençant par Sarah D. Elle écrit « Veuillez fournir une explication approfondie, informant le public sur la manière dont nous pouvons chasser ces traîtres du Congrès en 2026. Je veux dire, les dates à retenir, etc. Je pense qu'ils rendent la tâche difficile intentionnellement. Je t'aime aussi. Sarah, honnêtement, il nous faut vraiment quelqu'un qui se concentre uniquement sur ça. Et il s'agit vraiment de savoir comment nous pouvons évincer l'IPAC à travers tous ces candidats. Je veux dire, le fait que Trump ait soutenu Randy Fine. Maintenant, même l'IPAC a retiré Randy Fine de son site web. Rappelez-vous, c'était juste une personne totalement meurtrière qui se présentait au Congrès, mais il était pro-Israël. Et il était du genre « ouais, peu importe. On tue des enfants. » Il est tellement ouvertement génocidaire que c'est incroyable que Trump n'ait pas hésité et l'ait simplement soutenu parce que Myriam Adelson le lui a dit. C'est tout! L'heure du paiement est arrivée. Il a pris 100 millions de dollars de Myriam Adelson. Sa famille nous a apporté la méthadone et les jeux d'argent. C'est comme ça qu'elle a fait sa fortune. Et voilà ce qui se passe. Les gens choisissent l'argent. Et je ne pense pas que ça finisse bien pour toutes ces personnes qui choisissent l'argent plutôt que leur valeur, au point de laisser mourir des enfants comme ça. Je ne voudrais pas ça. Je ne voudrais pas que ce karma retombe sur mes enfants. Tu vois ce que je veux dire? Mais détourner le regard quand les enfants des autres meurent, faire comme si ça n'existait pas, puis aider ceux qui en sont responsables, je ne voudrais pas risquer que mes enfants héritent du karma de ça. Mais j'imagine que Trump ne voit pas les choses de la même façon. Marzi écrit « Catholique au Canada, Église perquisitionnée ». Église catholique au Canada perquisitionnée par la police pendant les offices dirigés par Sean Few. Le gouvernement n'aimait pas le message. Les flics ont forcé l'entrée. Antifa a lancé des bombes fumigènes à l'intérieur de l'église et ce sont les prêtres qui ont été tenus pour responsables. Ils ont écopé d'une amende de 2 500 $. Mon producteur me signale qu'apparemment, oui, il y a une église à Montréal, au Québec, qui a écopé d'une amende de 2 500 $ pour avoir organisé un service religieux avec un activiste, un missionnaire et un leader de louanges, dont les opinions sur la sexualité, le genre et le président Donald Trump ont attiré les foudres des autorités. Oui, il se passe beaucoup de choses au Canada, beaucoup de choses en particulier en ce qui concerne l'Église catholique. Ils ont menti à propos de l'Église catholique et ont laissé de nombreuses églises catholiques
être incendié. Et oui, les gens devraient vraiment se pencher là-dessus. C'est devenu un peu fou. Ils ont raconté toute cette histoire sur le fait qu'ils avaient déterré des enfants. Je crois que c'était peut-être là où il y avait des religieuses. Je dois me rafraîchir la mémoire à ce sujet, mais je sais qu'ils ont raconté ce mensonge pour que les gens s'indignent et brûlent des églises catholiques. Il s'est avéré que tout cela était faux et inventé. Donc oui, il y a toujours une guerre contre le christianisme partout dans le monde. Tanya Robb écrit « Que Dieu vous bénisse et vous protège. Candace est une super-héroïne pour les opprimés et les innocents. Merci. J'apprécie vraiment cela. Je ne me sens pas comme une super-héroïne. Je me sens frustrée que ce soit si facile d'être simplement morale, de protéger les enfants et que ce soit notre devoir, en tant qu'adultes, de le faire. Et pour une raison quelconque, les gens ont du mal. Comme si, d'une certaine manière, l'argent. C'est tellement tentant que tu vas littéralement détourner le regard. Q écrit « Salut Candace, envisagerais-tu d'écrire un manuel d'histoire pour l'enseignement à domicile? Je ne pense pas que mes compétences seraient les mieux utilisées ici, donc je ne le ferai probablement pas, mais quand j'aurai trouvé un guide pour mes enfants, je le partagerai sur ma plateforme. » Brian écrit un petit mot de remerciement à Candace, George et à l'équipe. J'espère que le procès ira jusqu'à la phase de découverte. Les pédophiles devraient être dénoncés. Oui, je vais riposter. Nous allons agir très fermement lorsque nous répondrons à cela, en nommant des noms concernant ce cercle, alors qu'ils font semblant d'être totalement perplexes quant à la raison pour laquelle quelqu'un suggérerait qu'il existe un cercle criminel pédophile autour d'eux. Les gens ne peuvent pas lire le livre Devenir Brigitte et ne pas arriver à cette conclusion. Ils ne contestent aucun des noms que nous avons mentionnés, ni aucun des scandales de pédophilie dans lesquels ces personnes ont été impliquées. Ou comme Éric Dupin déjà, les pédophiles qu'ils ont défendus. Ils ne contestent rien de tout cela. Ils se contentent de dire « Oh, c'est tellement scandaleux que quelqu'un définisse cela comme un cercle. » Comment ose-t-il dire que c'est un cercle? Oui, les gens qui gravitent autour de vous, c'est bien un cercle. C'est ridicule. Jackson écrit « Les pédos français viennent pour notre liberté d'expression. Israël reçoit des dollars des impôts pour tuer des enfants pendant que des Américains meurent dans des catastrophes naturelles pour avoir pris la parole. Je ne reconnais plus mon pays. » Je comprends tout à fait. Et comme je l'ai dit, il y a clairement un aspect de tout cela qui est tellement frustrant. Parce qu'il semble tellement facile de faire ce qui est juste, et pourtant, nous apprenons encore et encore que ce n'est pas le cas. Mais il faut s'assurer de prendre le temps de réfléchir à toutes les nombreuses réussites. Vous savez, les personnes qu'ils ont essayé de faire taire, comme moi, comme Tucker, qui ont dit la vérité, qui ont mis en lumière ces histoires et qui n'ont pas abandonné malgré le fait qu'il y ait plein de gens qui détournent le regard, qui disent de ne pas faire attention ou qui prétendent que je suis financé, Éric Despomme déjà, ou que je suis financé par la Russie parce qu'ils cherchent à protéger ce genre de personnes. Et ce qui se passe, c'est exactement la réaction inverse à l'échelle mondiale. Les gens s'intéressent désormais plus que jamais à cette série Becoming Brigitte. Et c'était déjà une série énorme, c'était déjà un immense succès. Donc, il y a aussi du positif qui se produit. Et c'est bien de prendre le temps d'y réfléchir. Prends un moment et dis pourquoi tu es reconnaissant. Je fais ça dans mes prières. Je commence par dire pourquoi je suis reconnaissante. Si tu y penses et que tu répètes « je suis reconnaissante pour ceci, pour cela », tu réalises qu'il y a beaucoup de choses pour lesquelles être reconnaissant. C'est un bon exercice mental. Sœur Betty écrit « Ok, quelqu'un a menacé Trump pour qu'il dise ça. Ce n'est pas Trump. Allez, Candace, toi et moi, nous nous sommes battus pour Trump. Tu sais qu'il est menacé. Qu'est-ce que tu veux dire? Allez, Candace, je suis d'accord. Oui, quelque chose ne va pas avec l'administration Trump. Il est entouré de sionistes qui le détestent absolument, qui l'éloignent de sa base. Et il fait n'importe quoi. Il manipule l'opinion publique. Il fait semblant que nous ne savons pas pour qui et pourquoi Jeffrey Epstein travaille. Tu n'as pas besoin de venir, Candace. J'y suis. Je suis vraiment sur le coup. Et j'ai été très vocale. Et je ne ferai qu'être de plus en plus vocale à mesure que cela deviendra plus absurde et plus désavantageux pour le peuple américain. André Mack écrit « La vérité sur Brigitte finira par éclater et Hollywood sera obligé d'en faire un film. Fais le casting du film. Pour moi, ce serait Ryan et Hugh dans le rôle des Macron. Ce que je te dirais, André Mack, c'est que si tu lisais Hollywood Babylone, tu comprendrais qu'ils ne feront certainement pas de film à ce sujet parce que Hollywood a été fondé,
si tu as lu Hollywood Babylon, par des pédophiles. Il faisait venir des pédophiles dans les films, sur les plateaux. Nous avons appris cela dans mon club de lecture. Au fait, le club de lecture a lieu demain, alors que nous commençons et nous lançons dans l'assaut contre la vérité. Un autre élément de ce puzzle concernant ce qui se passait à Paris, c'est que Freud a étudié auprès de Charcot à Paris, et les choses qu'il a vues être faites aux enfants, qu'il a ensuite cherché à dissimuler, constitue une autre partie de cette histoire. C'est une lecture très difficile. J'ai oublié de vous le rappeler, je dirais de lire les 60 premières pages. Je crois que le livre fait environ 200 et quelques pages. Lisez les 60 premières pages d'ici demain et nous allons entreprendre ce voyage pour comprendre ce qui s'est passé et comment cela est lié à ce qui se passe aujourd'hui. Alice Tilly écrit « J'étais une athée démocrate il y a 2 ans. Cette semaine, je vais commencer les cours d'OCIA, je pense que tu veux dire RCIA, des cours pour être baptisé dans l'Église catholique à Pâques. Félicitations, Ali, c'est incroyable. J'adore entendre ça. Je n'aurais pas cherché la vérité sans que tu partages ton parcours. Christ est roi. Merci Candice. En effet, le Christ est roi. Allez, c'est absolument incroyable. Et oui, il est difficile de ne pas reconnaître qu'il s'agit d'une guerre contre le Christ, qu'ils nous ont trompés en nous faisant croire que nous devrions tous être athées, que nous sommes nos propres maîtres à bord et que le pouvoir réside en nous. Mais en réalité, il n'existe pas d'athées. Je le crois profondément dans mon cœur. En fait, ce que nous avons, ce sont des personnes qui ont été initiées à une religion. Ils ne la reconnaissent pas comme une religion, mais c'en est une, car ils ont besoin que vous soyez ignorants et stupides et que vous ne croyiez pas en la spiritualité. Ils ont besoin que vous vous comportiez comme des moldus pendant qu'ils vous corrompent spirituellement. Regardez autour de vous, c'est ce que nous voyons, la corruption spirituelle. Je suis donc très heureux pour toi. Félicitations, c'est vraiment quelque chose d'important. Bref, comme je l'ai dit, on a le club de lecture demain. Nous commençons l'assaut contre la vérité. Si vous n'êtes pas encore inscrit, faites-le sur candaceowens.com. Il reste peut-être quelques exemplaires du livre, mais il se peut que non. Je n'en suis pas totalement sûre. Mais c'est un livre incroyable. Et oui, il nous reste des exemplaires. C'est un livre qui va vous ouvrir les yeux sur des choses qui se passent dans ce monde depuis longtemps et qu'ils essaient d'effacer de l'histoire. Et le fait que Sigmund Freud ait un jour été célébré en Amérique devrait vous effrayer. Mais je vous ferai encore plus peur à ce sujet demain.